Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info en ce samedi 11 octobre. Nous ouvrirons cette édition avec bien sûr la victoire historique de Valentin Vacherot, le monégasque est venu à bout de la légende Novak Djokovic cet après-midi au Masters 1000 de Shanghai et se prépare pour la grande finale de demain face à son cousin. Vous l'entendrez dans quelques secondes et vous entendrez également la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie-Antoinette de Massy, on ne peut plus fière. De ville en ville, vous le savez, le prince Albert II se rend très régulièrement sur les traces de ses ancêtres. Les sites historiques Grimaldi sont regroupés en association depuis maintenant 10 ans. Un dîner d'anniversaire a eu lieu hier. Nous reviendrons avec notre invité Thomas Fouilleron sur la genèse de ce réseau et ses perspectives. Et puis, nous nous rendrons à l'espace Léo Ferré où petits et grands ont passé un moment de folie grâce à la mairie qui a organisé son premier laser game. C'est tout simplement historique. Valentin Vacherot s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Shanghai. Aujourd'hui, en éliminant en 2-7 le monstre sacré Novak Djokovic, 6-3, 6-4. Le monégasque se remet à peine de ses émotions. Voici sa réaction à chaud au micro de l'ATP TV. It means everything. I mean, I don't think I could really realize what I was doing this whole week, and kind of all like hit me when I just won that match. Like generally, like I was just happy this whole week, but not through the roof. And I mean, this one is unbelievable. So much emotion just thinking of the tough times I had last year. This is what I was saying. I felt it a little bit to be on this court at the beginning. It was a bit weird to find my spot on the court. I was a little bit lost, but throughout the match I started feeling just better and better and just feeling unbelievable throughout the match. Just feeling like this is where I need to be, this is where I belong, and really happy. And yes, at the end, I think I won to love 40 the break and 40-15 the game after. Just I guess played my best tennis and every return I could return at the best moment, and put all the first serve I needed at the best moment as well. So yeah, really happy. I mean, this is 100% the reward because being on the bench 6 months last year, being that close of being top 100. Was just really hard to just think of it from June to December. Thankfully, I was able to just play free since January. That was unbelievable. I had a nasty fall in Wimbledon first round. I was a few points away from victory. I fell, and not gonna lie, I thought I was gonna be out for a couple of months again. This was just a few weeks. I just missed July, but now this is just the reward for everything I went through and just all the training that me and my brother and my fitness coach that is back home, my physio and all that, everyone that stayed home that's just helping me for anything. Everyone that's just putting one little brick is just a reward, and we're not done, that's for sure. Et c'est insolite, cette finale va tourner à la cousinade puisque Valentin Vacherot retrouvera son cousin germain, le français Arthur Rinderknecht, qui a éliminé dans l'autre demi-finale le russe Danil Medvedev. Nous avons joint la première supportrice de Valentin Vacherot qui n'est autre que la présidente de la Fédération monégasque de tennis. Vous l'imaginez bien, Mélanie-Antoinette de Massy est aux anges et elle est très confiante pour demain. Cette semaine, c'est du rêve. C'est du rêve comme Monaco aussi, ce que nous faisons en Coupe Davis avec toute notre équipe et nos joueurs de double. C'est pour un pays qui fait 2 km², le plus petit pays à participer à la Coupe Davis notamment. C'est juste extraordinaire. Nous sommes actuellement 44e sur, il me semble, 161 ou 162 pays sur le classement en Coupe Davis. Et je suis vraiment fière du tennis monégasque et fière de Valentin, de son parcours depuis des années, de tout le travail, l'effort qu'il a mis et toute son équipe, l'équipe de la Fédération monégasque de tennis, et également, je pense, à son frère Benjamin, que je connais aussi très bien et qui joue pour Monaco. Et c'est des moments extraordinaires et vraiment pour Monaco, c'est juste une importance. Je veux dire, c'est comme Charles Leclerc qui gagne des grands prix. Ce sont les Masters 1000. Nous sommes que 9 dans le monde actuellement. Il y a 4 grands chelems, 9 Masters 1000. Et d'avoir un monégasque en finale d'un Masters 1000, c'est comme avoir Charles Leclerc qui gagne des grands prix. Le monde entier regarde ça. Donc je suis vraiment fière du travail accompli par Valentin et par toute notre fédération. En réalité, j'aurais pas pu imaginer ne pas être présente. C'est un long voyage. Venir un peu à la dernière minute de Monaco à Shanghai, c'était pas évident. Être ici pour la demi-finale et demain être là aussi pour la finale, c'est un rêve. Pour être honnête, je pense que tous nos pieds ne touchent plus le sol. Nous sommes un peu comme sur un nuage et que ça continue le plus longtemps possible.
j'ai tendance à être assez confiante. Après, dans le sport, surtout dans le tennis, on sait jamais, et on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sincèrement, déjà, je n'aurais pas pu imaginer il y a 2 semaines qu'il allait se retrouver en finale. Donc, chaque match qu'il a joué depuis le début du tournoi a été déjà exceptionnel, et toutes ses victoires ont été, j'ai presque envie de dire, surréelles. Il a commencé ce tournoi, il était classé 204e. Et maintenant, il se retrouve déjà, disons aujourd'hui, à la 58e place. Donc, c'est juste un rêve éveillé, mais j'ai envie de rêver pour demain. Et de nouveau, il a une forme physique, il tient bien des conditions compliquées en termes de météo. Il fait très chaud et très humide. Et lui, pour l'instant, physiquement, tient très bien. Donc je n'ai aucune raison de douter de ses performances demain. Et de toute façon, j'ai toujours confiance et espoir en mes joueurs, et je ne doute jamais de leur capacité. Ils le savent bien, que ce soit mes joueurs de double ou nos joueurs de simple. Ils ont toujours toute ma confiance. Et en foot, nous l'avons appris hier soir par la voie d'un communiqué. L'AS Monaco FC a officialisé le départ d'Adi Hütter après les résultats inconstants de ces dernières semaines. L'entraîneur autrichien sera resté 2 saisons à la tête du club, ce qui correspond à 93 matchs disputés. Dans le détail, 49 victoires, 18 nuls et 26 défaites. Avec lui, Monaco aura vécu 2 podiums en Ligue 1 et 2 qualifications en Ligue des Champions. Si l'identité de son successeur n'a pas encore été dévoilée, le coach belge Sébastien Pocognoli est fortement pressenti. C'était jour de célébration hier. Le souverain a tenu à réunir au Yacht Club de Monaco de nombreux maires, notamment des communes françaises et italiennes, à l'occasion des 10 ans de l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Son vice-président délégué est en duplex avec nous. Bonsoir Thomas Fouilleron. Bonsoir. 10 ans déjà, le 10 juillet 2015, l'association a été lancée officiellement à Menton, en présence du prince Albert II. Elle a été créée à l'initiative de Jean-Claude Guibal, ancien député maire de Menton. Quel était l'objectif à ce moment-là ? Alors, il était président du groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale, et ce rôle national, justement, lui a permis de prendre cette initiative, de prendre contact avec un certain nombre d'élus qui avaient pu recevoir déjà au cours des années écoulées le souverain et qui souhaitaient garder le contact. Garder le contact, bien sûr, avec la principauté, mais aussi établir un contact avec des collectivités territoriales qui ont en commun justement cette histoire partagée avec Monaco. Et donc c'est ce qui a préludé à la constitution de cette première association, c'est l'idée d'établir des liens, une sorte de jumelage avec Monaco, mais aussi entre des collectivités qui avaient ce point commun. En 10 ans d'existence, l'association a grandi et évolué aussi. Quels ont été les projets les plus marquants ? On peut citer notamment la rencontre des sites historiques organisée sur la place du Palais. Oui, absolument. Alors ça a été un succès évidemment au fil des années qui a amené à ce que l'association italienne soit créée comme pendant de l'association française. Au départ, la création de Jean-Claude Guibal envisageait les 2 pays ensemble, et finalement, devant la croissance des adhésions, Fulvio Gazzola, maire de Dolce Acqua, a créé en 2020 une association de droit italien. Et du côté monégasque, nous avons créé la Fédération des sites historiques Grimaldi, qui coordonne l'action des 2 associations nationales et qui organise justement ces fameuses rencontres des sites historiques chaque mois de juin à Monaco, qui sont devenues en quelque sorte un rendez-vous rituel où, par alternance, par roulement, les collectivités membres des associations nationales sont invitées à venir présenter leur production, leur culture immatérielle, leur spectacle, et avec aussi, comme vous le savez, le samedi soir, cette projection sur la façade du palais, qui est une sorte de grande leçon d'histoire qui permet d'évoquer les liens entre les invités de l'année et la principauté. Un rendez-vous convivial. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'association regroupe une centaine de communes, du coup, en France et en Italie ?
Alors je dirais même jusqu'à 150 communes si on additionne la France et l'Italie, donc c'est un véritable succès et la dynamique est encore en marche puisque nous avons eu, alors peut-être dans la perspective évidemment de cet événement du 10e anniversaire, des adhésions relativement tardives au cours de cette année civile et il y en aura d'autres qui sont prévues en 2026. Il y a quelques jours, c'était Aix-en-Provence qui a rejoint le réseau. Est-ce qu'on sait déjà quelle sera la prochaine ville ou département sur la liste ? Alors, dans quelques jours, le prince se rendra le samedi 18 dans l'Oise, à Guiscard. Donc, c'est un fief qui est arrivé, comme un certain nombre d'autres, par le mariage de Louise d'Aumont-Mazarin avec le futur prince Honoré IV en 1777. C'est une ascendance Aumont qui remontait à ce marquisat de Guiscard. Et ce déplacement aboutira le soir à l'inauguration d'une exposition au château de Chantilly sur une princesse de Monaco que nous partageons avec Chantilly puisque après avoir été princesse de Monaco, elle a été princesse de Condé à la fin de sa vie. Cette association, Thomas Fouilleron, a-t-elle permis des découvertes? Vous qui êtes incollable sur l'histoire des Grimaldi, avez-vous été surpris à un moment donné lors d'une visite par exemple? Alors surpris je ne sais pas, mais en tout cas elle permet, et c'était le vœu du souverain, qu'au-delà de l'intérêt que suscitent évidemment ces déplacements, il y ait un travail de fond qui soit fait en collaboration avec les instances patrimoniales locales, archives, départementales, communales, mais aussi musées ou monuments qui sont les traces de cet héritage partagé entre les Grimaldi, entre Monaco et ses collectivités territoriales. Donc des ouvrages ont été publiés, des expositions ont été régulièrement organisées, vous vous en rendez compte régulièrement, et évidemment c'est l'occasion de mettre la lumière sur des morceaux d'histoire qui parfois sont relativement méconnus par les populations locales et qui justifient, ce travail de mémoire justifie tout à fait la réception du souverain à ces occasions. Une petite projection dans le futur, quelles sont les ambitions de l'association? Que peut-on souhaiter pour les 10 années à venir? Je pense que nous allons travailler sur une application qui permettra, grâce à la géolocalisation, à tous les touristes, à tous les visiteurs localement, de se situer par rapport à ces points d'intérêt, à ces points d'attraction qui témoignent encore aujourd'hui de cette histoire partagée, qui sont l'héritage, qui sont un patrimoine qu'il faut faire vivre, qu'il faut faire découvrir, et évidemment les nouvelles technologies sont un allié puissant dans ce domaine. On ne peut pas terminer cette interview sans avoir une pensée émue pour Albert Croesi, qui nous a quittés en 2023 et qui a été une cheville ouvrière de ce réseau. Absolument, il a été pour les rencontres des sites historiques, avec son dynamisme, avec son enthousiasme communicant. C'était effectivement un moteur, une figure de proue, et nous essayons évidemment de poursuivre dans son sillage avec les bases, les fondements, les points forts qu'il avait pu mettre en valeur au cours de ces années d'engagement. Merci Thomas Fouilleron d'être intervenu sur notre antenne. Merci à vous. Était présent également à cette soirée le groupe interparlementaire d'amitié France-Monaco au Sénat, en visite en principauté pour 2 jours. Et aujourd'hui, les discussions avaient lieu au Conseil national où l'on retrouve Théo Schumer. Bonsoir Théo. Bonsoir Sarah, oui, les sénateurs du groupe d'amitié franco-monégasque n'étaient pas revenus ici depuis 2019. Depuis 2 jours, ils sont de retour. Alors, pas les 46 membres du groupe, mais seulement une dizaine. Ils ont été accueillis ce matin par Thomas Brezzo, le président du Conseil national, et certains conseillers nationaux qui leur ont fait une petite visite du bâtiment et ont abordé certains points d'histoire. Mais cette visite, c'est également l'occasion d'aborder plusieurs sujets transfrontaliers très importants pour les 2 pays, à savoir la mobilité et également le logement. Je vous propose d'écouter à ce sujet la présidente de la délégation, Dominique Estrosi. Aujourd'hui, il y a une saturation du réseau routier, il y a des problématiques importantes sur la ligne de chemin de fer, et donc il faut que tous ensemble, bien sûr sous l'autorité des 2 États, nous puissions réfléchir à un projet qui puisse être porté, bien sûr pas immédiatement. Donc il nous faudra d'abord améliorer les conditions de transport
actuelle, mais il faut inévitablement essayer de se projeter sur un projet à plus long terme pour arriver à résoudre, pas totalement, mais apporter des solutions à ces problématiques qui deviennent de plus en plus cruciales. Et puis il y a celle du logement, parce que voilà, le prix de l'immobilier est ce qu'il est ici en Principauté de Monaco. La cherté des loyers fait que bon nombre de résidents français, bon nombre de, bien évidemment, travailleurs français qui ne souhaiteraient plus pouvoir faire ces allées et venues quotidiennes, aimeraient pouvoir peut-être se loger en Principauté de Monaco, n'y arrivent pas. Il y a les communes limitrophes qui offrent un potentiel de logement pour nos compatriotes français, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut là aussi qu'on arrive à trouver des solutions pour que on puisse trouver de l'habitat, qui soit de l'habitat abordable pour une partie des travailleurs français qui viennent en Principauté de Monaco et qui souhaitent se loger à proximité. Voilà, donc vous l'avez entendu, une visite fructueuse pour la France et Monaco. Ce groupe permet d'entretenir des liens d'amitié entre les deux pays, mais c'est aussi l'autre voix du peuple. On reste au Conseil national. Aujourd'hui, le 11 octobre, nous célébrons la Journée internationale de la fille, une date déclarée en 2011 par les Nations Unies pour reconnaître les droits, mais aussi les difficultés auxquelles font face les petites filles et adolescentes à travers le monde. À cette occasion, les terminales du lycée Albert Ier ont débattu dans l'hémicycle hier. Quotas dans les administrations, jouets non genrés, de nombreux sujets ont été passés en revue. Théo Chômeur et Gaël Tanguy ont assisté aux échanges. Ils sont 24, toutes et tous scolarisés en classe de terminale G au lycée Albert Ier. Et pour la Journée internationale de la fille, c'est dans le grand hémicycle du Conseil national qu'ils ont été invités à argumenter et débattre afin de mieux réfléchir aux thèmes d'actualité et surtout aux difficultés que connaissent encore de nombreuses jeunes filles dans le monde en 2025. C'était important de marquer la Journée de la fille parce que, comme je l'ai souvent dit, ici, elles ont le droit de parler, elles ont le droit d'élever leur voix. Il y a des pays où encore elles n'ont plus de droits, elles sont discriminées, traitées comme des moins que rien. Et donc, c'est l'occasion aussi de rappeler la parité et l'égalité. 3 équipes défendent les arguments pour, face à 3 autres incarnant le contre. 3 équipes, 3 sujets. Pour ou contre une loi imposant des jouets non genrés ou neutres. Pour ou contre des quotas en politique et dans les entreprises monégasques. Et enfin, pour ou contre l'instauration de l'obligation du vote pour tous les citoyens. Les groupes avaient 5 minutes chacun pour défendre leurs arguments avant d'en débattre pendant 5 autres minutes. Un exercice qui leur a beaucoup plu. On ne peut pas parler de cette loi sans prendre en compte les risques. Comme par exemple le risque de vote par défaut, sans réelle conviction de la part du citoyen. Parce qu'effectivement, le taux de participation sera plus élevé, mais ça ne garantit absolument pas une meilleure légitimité des résultats. Mon groupe, on défendait le contre dans une loi pour contre du coup le vote obligatoire. Et effectivement, c'était un très bon souvenir parce que premièrement, ça permet de partager quelque chose avec nos camarades de classe, même ceux qu'on ne connaît pas forcément, de se réunir autour d'un même sujet, de travailler comme ça d'arrache-pied entre guillemets pendant une semaine et d'essayer de donner le maximum de nous-mêmes. Et en plus, on a pas mal de choses à gérer avec effectivement le stress, toutes ces personnes assez importantes présentes. Et effectivement répondre du tac au tac, ce qu'on n'est pas forcément habitué à faire en classe. J'aimerais pas que Madame Yvette Bourdi voit cette conférence, ni que Simone Veil soit encore en vie pour la voir. C'est vraiment une très belle initiative de pouvoir faire parler des lycéens sur en plus des sujets qui sont très utiles et que j'ai trouvé pour ma part tellement intéressants à défendre que j'y ai vraiment mis du mien, comme vous l'avez pu le voir. Et c'est surtout un débat qui va servir, je pense, aux prochaines générations à faire parler les lycéens et à continuer à perpétuer pas cette tradition du coup, mais qui peut peut-être en devenir une. Que ce débat lycéen devienne une tradition, c'est le souhait de l'association Chican Hican qui l'a co-organisé pour la première fois. On prend le parti de les engager dans des thématiques actuelles et surtout sur ces thématiques, je pense que c'est vraiment important d'entendre la voix des jeunes, leurs opinions, de les forcer aussi à réfléchir sur des sujets peut-être nouveaux pour eux également. J'ai trouvé les débats d'une grande qualité. C'est justement sur la qualité de leurs débats que les élèves ont finalement été départagés par le jury et le public. Une coupe est décernée au meilleur groupe. Une chose est sûre, cette journée de la fille 2025 restera gravée dans leur mémoire. Un peu plus de légèreté à présent, l'espace Léo Ferré est The Place to Be ce week-end. 600 personnes sont attendues par la mairie qui organise pour la première fois un laser game géant ce samedi. Une première session avait lieu. Sarah Villemain et Thomas Deus y ont assisté. Regardez. C'est la grande activité de ce week-end à Monaco. Ce laser game sur le thème de l'invasion des aliens offre du renouveau. Parents, enfants, grands-parents et amis, tout le monde est de sortie.
Et on peut le dire, c'est une activité qui était très attendue. Ça fait pas moins de 4 ans qu'on essaie de trouver comment réaliser, concrétiser ce beau projet. Donc on est très fiers, la mairie et le conseil communal, ici à l'espace Léo Ferré, de pouvoir mettre en œuvre le premier laser game de Monaco. Je crois que ce que les jeunes avaient en tête pour les jeunes, c'est vraiment une ambiance familiale, quelque chose d'assez fun, où ils puissent se réunir, grands-parents, parents et petits-enfants, et tout en ayant à la fois un jeu d'équipe et un petit peu de sportivité. Ici, ces familles ont réservé leur créneau il y a déjà plusieurs semaines. Et elles ont bien fait, car l'événement est complet. Le prix joue aussi, 5 € la partie pour les moins de 18 ans et 10 € pour les adultes, de quoi satisfaire un grand nombre de personnes. On est ravis et on a réservé dès qu'on a su que le laser game allait se faire et on espère qu'ils reviendront. On a besoin de se retrouver avec nos enfants les week-ends, surtout pour des activités comme ça, donc ça fait vraiment du bien. Et c'est parti, le compteur est lancé. Les joueurs ont 15 minutes pour viser le plus possible leurs adversaires et récolter un maximum de points. L'objectif, éviter les autres en se cachant derrière des murs gonflables, sourire et éclat de rire, cette activité fait le bonheur des enfants. C'était très bien et on voit que c'est pas comme tous les laser games mais que c'est spécial. Le fait qu'on a été dans les bases et que se recharger et tout, ça m'a plu aussi. Qu'on fallait tirer sur les parents, ça c'était marrant aussi. Et ça vous a tous plu ? Oui. Le laser game prend fin dimanche à 19h. La mairie de Monaco continue de créer des activités comme celle-ci grâce au projet communal Junior, où ce sont les enfants qui proposent des activités qui leur feraient plaisir. Les enfants qui se retrouveront bientôt sur le port Hercule pour la foire attraction. Elle ouvrira ses portes samedi prochain, le 18 octobre. Poursuivons en musique avec la 20e édition du Festival d'Orgue. Hier, pour le 2e concert, la cathédrale a vibré grâce au talent de l'organiste d'exception considéré comme l'un des meilleurs au monde, Cameron Carpenter. José Sacré et Camille Caloni ont tendu l'oreille. À la cathédrale de Monaco, vendredi 10 octobre, 2e concert du Festival international d'orgue de Monaco, avec un invité spécial à l'occasion de cette 20e édition, l'organiste américain Cameron Carpenter. Nous sommes très heureux d'accueillir Cameron Carpenter, qui est une grande star du monde de l'orgue, un artiste d'une 40aine d'années qui parcourt la planète entière. Et pour nous, c'était une grande chance de l'avoir. Ça n'a pas été facile. Il a un agenda très chargé. Donc, on s'est pris très à l'avance et j'étais très heureux qu'il accepte de venir pour le 20e anniversaire du festival. Qu'est-ce qui le distingue des autres organistes ? Moi, je trouve qu'il a une approche de l'orgue tout à fait remarquable. Il considère l'instrument vraiment comme un instrument de musique à part entière et pas seulement un instrument lié au culte, par exemple. Il essaye de démocratiser l'instrument en essayant d'attirer un public plus large que le public qui fréquente les églises. Et il a cette ouverture sur la création, finalement. Il est compositeur lui-même, des compositeurs ont écrit pour lui. Et sa démarche est assez remarquable pour démocratiser l'instrument auprès du grand public. Outre sa propre transcription des tableaux d'une exposition de Mussorgsky, Cameron Carpenter a interprété des œuvres de César Franck, Bach et un concerto de Handel dont il a fait une réduction. Après celui de ce soir, il ne restera plus qu'un concert dans le cadre du festival. À vos agendas, donc, ce sera samedi prochain, le 18 octobre, avec le trio breton Pervari Kervarek, qui, pour l'anecdote, a joué sur le parvis de l'église Sainte-Dévote lors du mariage princier. Et ce n'est pas tout. Au cours du concert, l'ensemble évoquera les anciens sites Grimaldi bretons. Après 2 jours et plus de 300 km d'éco-conduite et de régularité entre Cagnes-sur-Mer
Et Monaco en passant par Dolce Acqua, les participants du 11e Riviera Electric Challenge sont arrivés sur la place du Palais Princier hier. La remise des prix s'est tenue en présence du prince Albert II qui a récompensé les équipages les plus méritants, comme l'équipage numéro 3 composé de François Lallemand et Jean-Luc Puyot, représentant la mairie de Monaco qui a décroché le premier prix d'éco-conduite. Avant de refermer ce journal, nous souhaitions vous partager cette belle nouvelle. Pour la 2e année consécutive, l'hôtel de Paris a obtenu les 3 clés Michelin. Ces distinctions sont équivalentes aux étoiles de restaurant. 3 est le maximum dans l'hôtellerie et correspond à un séjour extraordinaire, comme l'indique le célèbre guide rouge. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, la météo présentée par Théo Schumer qui nous a rejoint en studio. Mais avant cela, les clichés de Stéphane Dana de cet anniversaire, les 10 ans de l'association des sites historiques Grimaldi. Le souverain, je vous le rappelle, a réuni hier soir des dizaines de maires d'Italie et de France au Yacht Club. Belle soirée à tous sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Il a fait doux ce samedi et le soleil était de sortie. Je vous rassure tout de suite, ça va se poursuivre demain, mais quelques petits nuages prendront part à la fête. Ce sera le cas d'abord le matin, mais surtout sur les hauteurs. En revanche, l'après-midi, une fine couverture nuageuse viendra s'imposer sur tout le territoire, mais elle aura disparu dès lundi matin. Côté température, on redescend un tout petit peu avec 20 degrés en matinée et jusqu'à 22 degrés au plus fort de la journée. 22 degrés sera également la température de la Méditerranée. Demain, une bonne fête au Wilfried, et puis nous célébrerons plusieurs journées mondiales, la journée internationale de solidarité avec les peuples amérindiens, celle de l'arthrite, celle de la vue, et la journée mondiale des fossiles. Excellente soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.